Écoutez, donc je disais juste bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quatrième masterclass qui est organisée par Femmes Business Angel et la X Factory de Forbis Mazars. Euh, pour celles et ceux qui nous rejoignent, Femmes Business Angel, nous sommes une association qui a été créée il y a 20 ans. En France, il faut savoir qu'à peine 11% des business angels sont des femmes et nous sommes 150 femmes investisseuses. Nous investissons dans des startups à fort potentiel d'innovation, tous secteurs confondus, dans des équipes entreprises créées par des hommes, des femmes, des équipes mixtes, souvent en co-investissement avec d'autres réseaux, avec des fonds aussi partout en France. Et nous investissons plus d'1 million d'euros chaque année dans une quinzaine de startups. Et en tant qu'association, par nos actions, comme aujourd'hui c'est Masterclass, mais on a à cœur d'accompagner les femmes qui le souhaitent vers l'investissement et de contribuer aussi à ce que plus de femmes soient présentes au capital des entreprises. Donc, on a eu 3 premières masterclass consacrées au pacte d'actionnaires, aux méthodes de valorisation, au modèle économique des startups. Et aujourd'hui, donc avec Forbis Mazars, notre partenaire, nous avons choisi de vous parler des tendances parce que Vivatech, c'est bientôt. Et je suis particulièrement ravie de passer la parole à Florence Sardas. Florence est associée Mazars en charge de la transformation, fondatrice de la X Factory. Et Florence a permis que cette idée de masterclass prenne vie. Merci aussi à Agathe Lancien, qui est responsable de l'accélérateur X Factory. Et Florence, eh bien, votre analyse, elle est issue d'une veille active qui est menée au cœur des plus grands rendez-vous de l'innovation, que ce soit donc Vivatech, TechTownFest, JTEX, etc. Et nous avons hâte de vous écouter. Merci beaucoup Catherine, bonjour à toutes et à tous, puisqu'en effet je vois quelques prénoms masculins aujourd'hui, donc on s'en réjouit aussi, puisque le but c'est que ce soit vraiment un groupe très ouvert. On va parler aujourd'hui, c'est une masterclass qui diffère un peu des précédentes, puisque les précédentes on était sur des choses où finalement c'est assez binaire, c'est soit noir soit blanc, le pacte d'associés, il y a plusieurs formats, plusieurs typologies, et on a vraiment un contenu qui, de la théorie à la pratique, est assez évident. Quand on parle secteur d'avenir, de fait, la discussion va être un petit peu différente, parce qu'il va y avoir des enjeux de perception. Parce que ce qu'on va se dire aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois, et ne l'était pas de la même façon il y a 6 mois, il y a 12 mois, il y a 18 mois. Et donc, c'est une matière un petit peu différente, et on va essayer de vous emmener ce matin dans une quarantaine de minutes sur les secteurs d'avenir, les tendances, en fait, surtout pour éclairer. Et notamment si vous vous rendez dans les semaines qui viennent, alors on a parlé de Vivatech, mais il y a d'autres événements, si vous vous rendez dans ce type d'événement, que vous sachiez un peu là où ça vaut le coup, selon nous, selon ce que l'on observe, d'aller creuser, d'aller interroger, d'aller particulièrement à la rencontre de ceux qui sont en train de monter des projets sur ces sujets-là. En introduction, peut-être, quelques mots sur le format de cette masterclass. Donc, on va échanger, je vais commenter les tendances émergentes, sachant qu'il a fallu faire des choix. Le premier choix que l'on a fait, c'est de se dire, on prend un horizon de temps, aujourd'hui on est en 2025, on prend un horizon de temps qui nous emmène en 2030-2035. Au-delà, très franchement, je ne suis pas capable de le faire. Je suis capable de parler des 5 à 10 prochaines années, et encore avec un gros degré d'incertitude, mais néanmoins, on voit les tendances qui se dessinent et que l'on va devoir suivre. Au-delà, on ne saura pas faire. Sur quoi est-ce qu'on base ces commentaires? On les base sur ce qu'on observe dans les grandes tendances. Nous, effectivement, par la X Factory, à la fois on accélère et on accompagne des projets. Et on est en veille sur tout ce qui se passe sur le marché. La X Factory, nous, c'est aussi un phare d'observation des tendances de marché pour éclairer ensuite nos clients, nos collaborateurs sur ce qui est en train de se marcher, de se passer. Euh, on a pris un prisme qui est français et européen en premier lieu. Évidemment que si on se situait sur le continent asiatique, si on se situait sur le continent américain et encore entre Amérique du Nord et Amérique du Sud, ou sur le continent africain, on aurait un prisme un tout petit peu différent. Les tendances dont on va parler là sont quand même à coloration forte française et européenne, et vous verrez certaines, je en parle et je les commente parce que elles sont particulièrement prégnantes dans ce contexte-là. Mais on pourrait avoir des petites nuances si on se positionnait dans un autre prisme géographique. Alors, comment choisir? Il a fallu choisir des secteurs pour ce matin. Et donc, comment choisir les secteurs dont on allait parler? Excusez-moi juste, Darnel, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? On entend que ça tape fort sur le clavier. Il a fallu choisir, et ce n'est pas à vous que j'apprends, c'est notamment aux business angels qui sont sur le call ce matin.
Que être business angel, c'est faire un choix qui finalement est profondément personnel. Effectivement, c'est regarder des dynamiques de marché, regarder des potentiels, des opportunités de croissance, mais c'est aussi un choix personnel et c'est s'engager avec ce que j'ai appelé la lucidité. Donc voilà les critères que moi j'ai posés sur le papier pour choisir ce matin les commentaires que l'on allait faire. C'est évidemment les tendances de marché, mais après je vous invite à y rajouter vos convictions personnelles, à savoir quel est l'impact que vous allez chercher. Et donc certains secteurs, vous allez tout de suite peut-être vous détacher du contenu en disant, bah, celui-là, moi, personnellement, je trouve qu'il n'a pas un impact qui me satisfait suffisamment. Vos compétences et vos expertises individuelles, puisqu'on sait que c'est pas que l'argent T'as et pas le d'œuf montant, dur aujourd'hui? mais aussi ce que vous allez pouvoir apporter en complément de cet investissement L'œuf monétaire. dur? Non? Évidemment, le potentiel de croissance et les Ok, opportunités alors je vais que prendre vous allez tomate, s'il vous identifier. plaît, avocat. Est-ce que vous pouvez couper vos micros? Et du coup, je rouvre le mien. Merci Marie-Hélène. Donc, je parlais de l'estimation du potentiel de croissance, qui est évidemment un critère très important, le timing et les dynamiques d'investissement. Et ça, j'en ai tenu compte ce matin. Les secteurs dont on va parler sont des secteurs sur lesquels, selon nous, il est intéressant d'y aller maintenant. Les critères financiers, rentabilité, ROI recherchés et l'enjeu de diversification. Et ça, c'est à votre main. Et c'est pour ça que ce matin, on a fait le choix de 7 secteurs, parce qu'il y a cet enjeu de diversification aussi, selon vos appétences personnelles. On démarre dans les secteurs dont on va parler au menu aujourd'hui, justement, ça tombe bien. IA et souveraineté technologique. On ne pouvait pas passer à côté, mais vous allez voir qu'on ne parle pas de l'IA, de toutes les formes d'IA, mais bien de certaines IA. Deuxièmement, transition énergétique et décarbonation, l'enjeu du siècle. Il y a des opportunités à saisir encore et presque surtout aujourd'hui. Technologie quantique, l'horizon de temps est incertain. Néanmoins, il faut se poser la question, il y a des opportunités à saisir. Health tech et biotech, sujet récurrent, sujet en accélération ces 5 dernières années, on le sait. Il y a des choses qui se passent, mais encore une fois, il faut être vigilant sur certains critères et certains points clés pour faire la bonne sélection. Réindustrialisation et industrie 4.0, on en parlait, on est un peu timide, on est un peu frileux, il y a des choses à faire. Le spatial et la défense, évidemment, on en parle, et surtout de la défense plus que du spatial en ce moment, mais le spatial continue. La tech for good et l'inclusion, toujours timide, toujours un peu en retrait. Néanmoins, ça veut aussi dire qu'il y a des choses qui sont négligées sur lesquelles ça vaut le coup d'y aller maintenant, puisque ce sont aussi des marchés assez inexplorés. Et puis un petit mot de conclusion avant qu'on se quitte. On va démarrer avec l'IA, parce qu'on était obligé de démarrer avec l'IA, parce qu'on en parle beaucoup. Le sommet pour l'IA était en février, c'était il n'y a pas si longtemps. Et sans enfoncer des portes ouvertes, oui, il est encore, en fait, il est temps d'y aller, encore sur l'IA. Parce que c'est partout, dans tous les secteurs. On a vu, au début, on parlait de l'IA pour l'IA. Aujourd'hui, et quand vous allez dans ces grands rendez-vous, je vous invite à le faire dans un mois à Vivatech, vous allez voir qu'on va vraiment parler cette fois-ci des IA de cas appliqués. On n'est plus dans l'exploratoire, on n'est plus dans la tech pour la tech, on est sur des cas appliqués et des cas d'usage. C'est devenu un facteur clé de compétitivité et le sommet pour l'IA en février l'a rappelé. C'est pas pour rien que la France et l'Europe investissent des milliards, c'est parce qu'il y a un enjeu de compétitivité pour nos industries et nos secteurs historiques. Il y a un enjeu de souveraineté, évident, et on a besoin encore d'une IA régulée. Et là, il y a une carte à jouer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont émergé sur les sujets de l'IA jusqu'à maintenant, mais assez peu avec cette coloration de modération, de sécurité, de régulation, qui sont des terrains très mouvants sur lesquels chacun se positionne, mais ça veut dire que c'est encore peu exploré. Pourquoi y aller tout court et pourquoi y aller maintenant? On a un sous-financement en France et en Europe qui est flagrant. Alors on pourrait être défaitiste et dire, bah oui, mais en fait, face aux géants et à la guerre des blocs Amérique et Chine, on n'a plus de carte à jouer, on n'a plus rien à faire. Ça, moi, je n'y crois pas, parce qu'on a quand même des formations d'excellence, on a des pôles d'expertise et de compétitivité qui existent, et le sous-financement, il est là, et donc il faut alimenter en capitaux. De surcroît, le scope est très large, et c'est là où j'invite tout le monde à ouvrir les écoutilles pour se dire, l'IA, ce n'est pas que Mistral. Ce ne sont pas que les géants qui se sont jetés sur le modèle des LLM, mais c'est aussi tout ce qui va en découler sur les cas d'usage de l'IA dans des secteurs qu'on vient revisiter. Et donc, ce qu'on a appelé les IA verticalisées, c'est sur des filières et des secteurs en particulier, comment on va s'emparer du potentiel de l'IA pour réinventer un sujet, un secteur, une offre de service en particulier. C'est aussi dans les outils B2B. Les entreprises face à l'IA sont aujourd'hui comme une poule face à un couteau, comme dirait ma grand-mère. Et donc, il y a là énormément d'opportunités. Nous, on accélère quelques startups de talent qui sont sur ce créneau-là, qui répondent parfaitement aux enjeux de croissance que l'on recherche quand on accompagne des startups. Il faut trouver des modèles hybrides, évidemment, parce que comme je l'ai dit en introduction, c'est pas la tech pour la tech. Et c'est vraiment comment on applique le pouvoir et le potentiel de l'IA générative à des enjeux business qui, eux, en fait, sont là depuis longtemps, qu'on n'a pas réussi à hacker et à tuer, et qu'on peut résoudre par là.
Il faut être quand même vigilant. Il y a des sujets sur la souveraineté et la sécurité, mais c'est là où il y a aussi du business à prendre. Et donc, il y a des investissements à faire. Tous ceux qui vont se positionner sur une IA de confiance, en fait, il y a encore beaucoup, beaucoup de place et beaucoup de cartes à jouer. L'early stage reste accessible. Si vous ne vous jetez pas demain sur la création d'un nouveau LLM, l'early stage reste aujourd'hui accessible parce qu'avec toutes les petites graines qu'on vient d'évoquer là, en fait, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a encore de la place. Alors, à quoi est-ce qu'il faut faire attention? Et on aura toujours la même séquence de thématiques sur les différents secteurs. Vraiment se concentrer sur les cas d'usage. Donc, tous ceux qui vont vous pitcher un truc un peu vague, un peu vaste, sur je réinvente le LLM, maintenant je... N'y allez pas. Par contre, dès lors qu'on va se reconcentrer sur le cas d'usage, et là, je ne vous apprends rien, ça vaut en fait pour tout ce que vous faites au quotidien. Mais là encore plus, quand on va commencer par vous parler d'un problème concret, métier, opérationnel, et de comment une IA ou une IA générative vient le résoudre, là, il y a sûrement un truc. Misez sur l'équipe. Dans les sujets tech en particulier, il n'y a pas le choix. L'équipe va être clé pour que ça tienne la route, que ce soit crédible et que ça ne se fasse pas dévorer parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur le marché en ce moment. Zoomez et concentrez-vous sur les enjeux liés à la donnée. Sans data, il n'y a pas d'IA. Et beaucoup de projets, beaucoup de startups se montent sur des projets avec des IA et des concepts d'IA potentiellement très puissants, mais où on néglige la mise en qualité, la mise en sécurité, la traçabilité de la data sous-jacente. Et ça, ça va tuer le game. Ils vont mourir très vite. C'est voué à l'échec. Et faites aussi très attention à la robustesse des infrastructures et à où sont ces infrastructures. À l'heure du bloc des géants Amérique-Chine, il y a toujours une infrastructure derrière. Quelqu'un qui va utiliser l'IA pour monter sa startup, il utilise des modèles qui existent déjà. Où sont-ils? À qui appartiennent-ils? À moyen terme? Et comment est-ce qu'ils se protègent contre des évolutions et les enjeux de souveraineté? Ce sont des sujets à aborder si vous allez sur ce secteur-là. Et encore une fois, il y a beaucoup à faire. On va changer de secteur et à chaque fois, on aura la même séquence. Pourquoi y aller maintenant et quels sont les points de vigilance pour y aller. Je vous propose qu'on passe à la transition énergétique et la décarbonation. On vient confronter deux sujets. D'abord l'IA, puis la décarbonation, dont on sait qu'ils sont pourtant très liés. Mais du coup, d'où l'enjeu de diversification. On peut aussi soigner dans son portefeuille certains des impacts que l'on pourrait générer. Pourquoi y aller? Bon, créer de la valeur autrement. L'hydrogène, c'est la clé pour décarboner nos industries lourdes historiques, en particulier en Europe. Les enjeux de stockage d'énergie, les batteries, que ce soit pour la mobilité, les batteries et toutes les formes de stockage d'énergie. Vous vous souvenez, il y a 10 jours maintenant, l'outage Portugal-Espagne, de comment on sécurise les réseaux d'énergie. La mobilité propre, c'est encore et toujours un sujet pour beaucoup de parties du monde, la mobilité et comment on la nettoie de ces polluants. L'efficacité énergétique, ça fait écho à tout ce qui est smart building et smart city et le recyclage industriel. On n'a toujours pas trouvé de réponse satisfaisante et donc on est encore en recherche de projets sur ces sujets de recyclage industriel après des siècles qui ont été marqués par l'industrialisation. C'est donc un énorme enjeu et on a beaucoup de talents, on a beaucoup d'ingénieurs, on forme à ces métiers et à ces secteurs. Mais il faut qu'on arrive ensuite à amorcer et à les encourager pour qu'ils se lancent dans les aventures. Et donc, il va falloir qu'on y aille. Le côté très noble de ces projets, c'est évidemment qu'on cherche des effets durables. On cherche à créer de la valeur autrement et il y a un côté très vertueux qui peut faire du bien aussi quand on investit à titre privé dans la diversification de son portefeuille. À quoi est-ce qu'on doit faire attention? Bon, on fait attention au greenwashing, parce qu'il y en a partout tout le temps. Alors moi, ça me rend folle de rage de voir le nombre de projets qui se prétendent être des projets de sustainability, de durabilité, c'est très tendance, et qui en fait n'en ont que le label et ne contribuent pas vraiment à venir traiter la cause et viennent s'ajouter en fait plus tard sur le processus et le cycle. Et donc ils vont pas sauver la planète, ils vont juste faire en sorte qu'on observe avec une loupe un petit peu plus précise la façon dont on est en train de la détruire. Mais ça, c'est ma conviction personnelle. Donc, je recommande évidemment d'aller se concentrer sur l'impact réel et sur des modèles qui puissent être viables à long terme quand il n'y aura plus les subventions et les aides. Méfiez-vous sur ces projets-là. Beaucoup vont vous présenter des business plans qui, en fait, sont très nourris dans les phases d'amorçage notamment par des aides, des subventions, parce que c'est tendance, parce qu'on est dans la hype. Et donc, il faut refaire les calculs pour dire, OK, mais tout ça ne vaut qu'un temps. Que se passe-t-il quand on n'a plus ces apports-là, quand on n'a plus ces financements-là? C'est puissant pour démarrer plus vite, mais il faut tout de suite être très conscient de ce qui va se passer après. Là aussi, alors attention, parce qu'il y a des time to market, on parle quand même de sujets sur lesquels on peut rentrer quasiment dans de l'industrialisation, et donc on peut avoir un horizon assez long, et il faut être prêt à ça, donc il faut bien en avoir conscience.
Et faire une fois de plus, mais ça vaut presque pour tous, attention à l'hybridation de l'équipe. Il va bien falloir avoir des techs et des gens qui sont passionnés, qui sont convaincus, mais sur ce type de sujet, attention, il ne faut pas non plus tomber dans une naïveté excessive et il faut des équipes qui soient spécialisées sur le go-to-market et la croissance de l'activité. Point de vigilance, le cadre est changeant. Les régulations, les financements publics. Alors, les régulations, elles sont plutôt en faveur d'eux, mais parfois, on fait un grand saut en avant et puis d'un coup, on revient un tout petit peu en arrière. Et donc, il faut savoir saisir ces opportunités-là, mais quand même avoir des modèles suffisamment résistants, robustes pour faire face à d'éventuels changements de cadre réglementaire et donc adresser des marchés, non pas globaux d'un coup, mais bien se concentrer sur des pays ou des régions parce que les cadres réglementaires influent beaucoup sur ce type de projet. Et enfin, assurer, en tout cas vérifier que les projets que l'on regarde sont bien connectés à leur écosystème. En particulier sur ces sujets, la notion de filière est très importante. Quand on décarbone, quand on va dans ces sujets d'énergie, de stockage de l'énergie, ça va beaucoup se jouer par filière. Et donc quelqu'un qui arriverait sur un sujet avec l'idée du siècle, s'il n'est pas intégré à cet écosystème et à cette filière, en fait ne va pas réussir ou rarement à décoller. Et donc il faut être très très vigilant sur cette connexion au reste de l'écosystème. Sans transition, on passe au quantique. Alors le quantique, est-ce que c'est dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Je ne sais pas vous le dire. J'attends avec impatience le CEO de Nvidia, si vous vous souvenez, en janvier au CES de Las Vegas, dans une session questions-réponses dans le Grand Dôme de Las Vegas, avait dit « Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est au mieux dans 20 ans. » Bon, depuis, il est revenu dans des entretiens un peu plus confidentiels. Il est revenu sur ses annonces et il revient à Vivatech dans un mois. Donc j'ai hâte de voir s'il va officiellement, publiquement, oser dire qu'il revoit sa copie et que finalement ça va arriver plus vite que prévu. On sait que l'horizon de temps est incertain. C'est vrai. Néanmoins, il se passe beaucoup de choses parce que le quantique, c'est beaucoup plus concret que la notion hyper conceptuelle du quantique dont on parle et sur lesquelles on met beaucoup de fantasmes. En fait, il y a beaucoup d'applications concrètes sur lesquelles il faut regarder, il faut se pencher et qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. Des optimisations logistiques, des modélisations chimiques, des prévisions financières complexes, j'en mets quelques-uns ici, pour ramener ça à une réalité de pain points que souvent on cherche à adresser et sur lesquels on n'a pas encore trouvé la réponse. Et donc là, il y a une vraie opportunité dans les années qui viennent, alors pas forcément aujourd'hui, mais peut-être dans les années qui viennent en fonction de la vitesse à laquelle ça va évoluer, d'agir justement avant que ça explose et de contribuer à ce rayonnement quand même qu'on cherche et ce barycentre qu'on cherche en Europe. Parce que là, on a un enjeu de souveraineté, on a un enjeu de puissance, on a un enjeu d'indépendance et donc on peut y jouer un rôle parce qu'on sait que c'est la guerre des champions et qu'on a besoin de les accompagner. À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Bon, c'est très technique, hein. La preuve, le quantique, en 3 minutes, je ne peux pas faire grand-chose, en 2 heures, je pourrais. C'est forcément très technique. Et donc, ça nécessite des compétences techniques particulières pour bien comprendre ce dont il s'agit, sachant qu'encore une fois, on ne cherche pas forcément à construire l'ordinateur quantique, mais on peut chercher à en exploiter le potentiel quand il va arriver et selon les différents niveaux de performance avec lesquels ça va émerger sur le marché. Ça nécessite d'aller chercher des profils qui sont plus rares, donc il faut faire attention, parce que ça nécessite d'aller chercher du profil deep tech, du profil très spécialisé, et de le combiner à des profils métiers. Donc on a quelques écoles, notamment sur le plateau de Saclay, qui arrivent à bien faire vivre ces synergies-là, mais c'est un vrai point de vigilance pour trouver cette hybridation des compétences dans l'équipe qui porte le projet. Les business models, il faut qu'ils soient assez flexibles parce que tout ça est encore incertain. Donc dès qu'on est sur un marché en émergence, un marché incertain, il faut accepter ça. Vous ne serez pas dans le business model traditionnel qu'on arrive à digérer en quelques heures de revue. Et en fait, c'est limpide parce que c'est un business model que l'on connaît. Là, on est sur des choses qu'on ne pourra rapprocher de rien de connu. Donc forcément, c'est un peu plus incertain. C'est un horizon de temps qui est long. Encore une fois, mon nom, il est très vague, volontairement, parce que je ne suis pas capable de vous mettre une date dessus. L'excellente opportunité, c'est qu'on a des très beaux hubs d'innovation. On a des très beaux hubs d'innovation en Europe, on en mentionne 3 ici, à Grenoble, à Paris-Saclay, je le disais tout à l'heure, en Suisse également, autour de Zurich, et il y a des industriels qui se mobilisent. Rappelons-le, les annonces du sommet en février, c'est quand même des milliards à l'échelle européenne, des millions à l'échelle de la France, et ça veut dire qu'il y a des moyens qui sont mis. Et donc, si on arrive à se greffer intelligemment à quelque chose, un projet qui va venir en exploiter la puissance, pas quand ce sera ultime dans 20 ans, mais là, dans 3, 5, 10 ans, et qu'on est les premiers à le faire, il y a un vrai potentiel à saisir ici. On change de sujet et cette fois-ci, on va plutôt sur une dimension sectorielle que sur une dimension technologique avec les sujets de santé et les sujets de biotech.
Que se passe-t-il maintenant et pourquoi y aller? Bah ça, c'est un sujet qui foisonne. C'est un domaine qui foisonne et ça depuis longtemps. Ça fait 5 à 10 ans. Une accélération ces 5 dernières années. On parle de la médecine prédictive, de la médecine connectée, de la médecine personnalisée. Tout ça, c'est des grandes tendances qui se confirment dans tous les événements, dans toutes les conférences et dans toutes les observations de marché sur à la fois les investissements, qu'ils soient privés ou par des fonds, et sur les exits, les valos, etc. On voit qu'il y a du gros potentiel toujours ici et ça n'est pas du tout essoré ou saturé en termes de marché. Donc c'est au cœur des préoccupations mondiales, vieillissement de la population, maladies chroniques, santé mentale. Il y a un certain nombre aussi, vous entendez ce bruit et notamment je prends l'exemple de la santé mentale, ce sont des sujets qui se démocratisent, ce sont des sujets dont on se met à parler alors qu'auparavant ils étaient occultés, ils étaient quasiment tabous. Et donc il y a des marchés qui vont s'ouvrir. Il y a des marchés qui vont se créer parce qu'on crée un nouveau besoin. On a d'excellentes infrastructures françaises, on le sait, sur ces sujets de health tech et de biotech. On n'est pas des big pharma, on en a peu. Néanmoins, sur tout le reste de la filière, on a énormément de puissance, de force, de champions nationaux et européens. Et les grands groupes s'y intéressent. Donc c'est l'occasion. Alors après, il faut accepter d'être aux côtés de grands groupes. Mais c'est l'occasion néanmoins de pouvoir souvent s'associer à des démarches qui sont supportées par des gros de l'industrie et du secteur. Alors les points de vigilance pour y aller. Ça peut être assez frustrant parce que ce sont des cycles longs, les cycles de la health tech et de la biotech, parce qu'on passe beaucoup par des phases d'essais cliniques, des phases de réglementation. J'ai aperçu Marion Brun tout à l'heure sur le call, qui fait partie de Brennus Pharma, qui opère justement sur ce secteur. Ben oui, ce sont des cycles longs parce qu'il faut passer par toutes ces expérimentations. Et là aussi, l'horizon de temps n'est jamais complètement garanti. Il y a une forte dépendance au partenariat. Ça fait quoi à un autre des secteurs d'avenir qu'on évoquait plus tôt. En particulier là, il faut être très bien connecté. On peut avoir l'idée du siècle, mais si on ne sait pas s'intégrer dans ces bons réseaux, ces bons hubs, ces bons écosystèmes, on ne sera pas celui qui va percer avec sa solution, son brevet, son innovation. Et donc, ça nécessite des équipes qui soient particulièrement pluridisciplinaires. Il y a un énorme enjeu, évidemment, de crédibilité technique et donc d'experts health tech, d'experts santé, d'experts biologie, d'experts chimie, etc., jusqu'à des experts réglementation, parce qu'il y a énormément d'enjeux de brevets, d'accréditation, de validation, les phases d'essais cliniques, etc., et toute l'équipe de go-to-market, de croissance et de structuration. Et on peut en plus rajouter à ça parfois une phase industrielle ou quasi-industrielle où il va falloir produire à grande échelle et sur lesquelles on peut se retrouver un peu isolé. Et donc, ce sont des équipes sur lesquelles il faut être très, très, très vigilant sur les profils qui sont mobilisés pour qu'il y ait le bon cocktail de compétences pour que ça marche. On parle maintenant justement réindustrialisation et industrie 4.0. Alors, qui est un peu le truc dont tout le monde parle, mais où personne ne veut y aller parce que l'industrie, ça fait peur. Parce que l'industrie, c'est du siècle précédent maintenant. Néanmoins, on met le doigt un peu plus chaque jour sur les dépendances stratégiques auxquelles on est exposé aujourd'hui sur nos industries historiques. Et donc la nécessité et la volonté géopolitique de se les réapproprier. C'est une industrie en mutation. Bah oui, de fait, l'automatisation est passée par là, mais maintenant la robotique, l'IA, est en train de transformer le secteur industriel vraiment de façon flagrante, et on le voit, c'est assez long, forcément, parce que ce sont vraiment des patrimoines colossaux qu'il faut faire évoluer, mais c'est en train de se produire. Il y a un croisement avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la durabilité et sur ces enjeux d'industrie plus propre. Et là, ça se croise vraiment parce que du coup, la transformation des secteurs industriels intègre ces enjeux-là de durabilité. Donc, c'est un peu le double bénéfice potentiel. Dès lors qu'un secteur rassemble plusieurs critères d'attrait, on se dit que là, on a sûrement un truc à faire sur une industrie plus propre, dès les émissions, mais aussi dans le traitement qui sera fait des déchets. Estelle, je veux bien qu'on coupe le micro, s'il vous plaît. Pourquoi y aller maintenant? Parce que c'est très clair, c'est une priorité politique. Et donc, il va y avoir des aides sur la partie d'amorçage pour accélérer à la création, multiplier les créations et les soutenir dans leurs premiers petits pas et les premiers éléments de croissance. Il y a donc un soutien massif qui est annoncé, qui n'est pas facile, évidemment, il faut aller les chercher, mais que ce soit avec les accélérateurs industriels qu'on a vu émerger, avec le plan France 2030, il se passe des choses et ça veut dire qu'on peut s'appuyer, prendre appui là-dessus pour le premier élan. À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Ça, vous le savez, l'industrie, en termes d'intensité capitalistique, malheureusement, ça mange beaucoup. Ça mange beaucoup parce qu'on va se retrouver dans des problématiques où on a besoin d'infrastructures, on a besoin de personnel, on a besoin de sécurité, on a besoin de matériaux.
Et donc tout ça va avoir des coûts et une intensité capitalistique assez élevée. Ensuite, l'industrie, souvent, elle est B2B. Et les cycles du B2B sont longs et sont variables, selon quasiment le sens du vent, mais en l'occurrence en ce moment, selon les tensions géopolitiques mondiales, le ralentissement économique mondial, l'incertitude d'un certain nombre de facteurs socio-économiques et géopolitiques dans les années qui viennent. Et donc ça, il suffit de regarder les indicateurs de croissance qui sont annoncés, où il y a toujours une petite prudence qui vient se mettre. Et donc dès lors qu'il y a des prudences dans les indicateurs économiques, les entreprises mettent le pied plutôt sur la pédale de frein que sur la pédale d'accélérateur. Et donc, l'accès au marché B2B peut s'en trouver un petit peu pénalisé. Donc ça nécessite beaucoup, beaucoup de persévérance et donc des cycles qui sont particulièrement longs. Là aussi, on va retrouver, je l'évoquais tout à l'heure avec le mot d'écosystème, sur des filières. Bon, là, c'est le monde industriel. Il faut connaître le monde industriel. On ne s'invente pas expert industriel du jour au lendemain. Et donc, j'attire votre attention sur les cas que nous, on peut voir passer. Ça nécessite vraiment, pour ne pas se casser les dents, de s'équiper de profils qui ont cette expérience des secteurs industriels parce que, encore une fois, par ce que ça représente en termes de... On crée une inertie dès le premier jour quand on se lance dans un projet industriel. Et donc, il y a cette inertie qui est un formidable socle pour ensuite prendre son élan, mais qui est ce capital industriel que l'on va devoir avoir pour asseoir son activité. Et donc ça, il faut en avoir conscience et s'équiper des bonnes personnes. Et ça ne suffira pas d'avoir des experts de la solution technique qu'on va apporter et des experts de la croissance. Il va aussi falloir avoir des secteurs industriels. On part un peu la tête dans les étoiles avec le spatial et la défense. Alors, dès lors qu'on met le mot défense en ce moment, tout le monde se dit « Ah ouais, là, il y a de l'argent à se faire ». Oui, alors pas si facile que ça. En effet, le contexte géopolitique et les annonces récentes font que ça donne un bon coup de pouce à ce secteur. Mais n'oublions pas la partie space. On parle aujourd'hui donc de tout ce qui est New Space. Donc, c'est l'accès démocratisé à l'espace. Les stars américaines maintenant font des voyages touristiques de quelques heures dans l'espace. Donc peut-être que ça deviendra une réalité pour nos enfants. Mais en tout cas, il se passe beaucoup de choses là-dessus. Sur des usages qui se croisent entre le civil et le militaire. Donc ça aussi, ça veut dire que ce sont des nouveaux territoires qui sont en train de se créer. Avant, soit vous étiez sur du militaire pur et donc c'était complètement fermé, soit vous étiez sur du civil et donc c'était une douce illusion. Bon, à la fois le civil devient un peu plus accessible et puis en fait, le militaire et le civil commencent à se croiser. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça ouvre vraiment de nouvelles possibilités. Et enfin, sur la partie satellite, là, on croise avec un autre des secteurs qui est le comment on va sauver la planète. Parce que dès lors qu'on parle du New Space, on parle aussi de comment, par ces technologies-là, on va pouvoir demain mieux gérer nos ressources planétaires, mieux gérer l'incidence de tel ou tel effet climatique, etc., etc. Et donc là, ça doit lever normalement un peu d'attention parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'existent pas encore et qui vont émerger, qui sont en train d'émerger en ce moment. Pourquoi y aller maintenant? Bon, je ne vais pas en faire 3 pages, hein. Le contexte actuel fait que défense et spatiale, ouais, en ce moment, c'est assez tendance, parce qu'il y a beaucoup de besoins, parce que du coup, il y a beaucoup de capitaux, il y a beaucoup d'achats, de clients, de transactions qui se font, et donc là, il y a du business. Il y a des plans publics majeurs dont on a fait des annonces, et en fait, ça va continuer. Parce qu'on voit qu'on ne peut pas se dire que les 30 dernières années, la tension géopolitique diminue, qu'on n'a plus besoin de s'équiper. C'est pas vrai. Après, à titre personnel, vous voulez y aller ou pas, c'est un choix personnel, on le disait tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tout ça continue à croître et à s'intensifier. Et il y a peu de chances que dans l'horizon de temps qu'on a évoqué en cadrage, ça diminue. Dans l'horizon de temps qu'on envisage à 5 ou 10 ans maintenant, ça ne va faire que s'intensifier. À mon grand regret, mais ça ne va faire que s'intensifier. On a déjà des premières générations de startups qui arrivent à maturité et on sait que du coup, comme on est sur une phase de croissance, les générations suivantes, elles vont suivre. Et donc, on est en plus sur quelque chose qui n'est pas totalement nouveau. À quoi est-ce qu'il faut faire attention sur ces secteurs? D'abord, attention, évidemment, grosse réglementation. Que l'on parle de l'accès à l'espace ou que l'on parle de la défense, ce sont des environnements excessivement réglementés en raison des enjeux. Et certains marchés sont à accès restreint. Donc, sur certains marchés, la barrière à l'entrée, elle peut être un peu difficile à franchir parce qu'il faut avoir un partenariat direct, voire avoir été mandaté dès sa création par une structure étatique. Et donc là, ça limite un peu l'accès aux capitaux privés. Donc là-dessus, il faut quand même bien viser. Ça a une forte intensité capitalistique parce qu'on se rapproche quand même beaucoup, souvent, de mini-structures industrielles.
voire de grosses structures industrielles. Mais on retrouve du coup certains démons du monde industriel. Et on peut être dans des délais longs. Alors cette fois-ci, ce ne sont pas les délais du B2B, c'est pire, c'est le délai potentiel de la commande publique. On peut être dépendant des appels d'offres publics ou de contrats institutionnels. Et donc là, on est effectivement sur une autre temporalité par rapport à certaines formes de B2B, encore une fois en fonction de la cible qu'on attaque, de l'ETI et du grand groupe, en général, ce n'est pas tout à fait la même dynamique. Bon, là, on est encore dans l'échelle de la temporalité, un cran au-dessus, de fait, par le secteur, même si ça s'améliore. Donc ça change quand même pas mal. Tech for Good et inclusion. Alors, c'est un sujet, si on va dans certains fonds, bon, ils vont nous dire direct, non, mais je vois même pas pourquoi vous mettez ça dans les secteurs d'avenir. On avait dit qu'on parlait de là où on pouvait se faire de l'argent, donc c'est évident que vous faites plaisir et c'est pas là où on peut se faire de l'argent. Bon, moi, je les invite quand même à reconsidérer leur copie. D'abord par l'intérêt du sujet. Bon, je ne vais pas la commenter pendant des heures, mais évidemment que tout ce qui va être sur une tech plus diverse, et on peut faire référence aux annonces très récentes de notre gouvernement et d'Elisabeth Borne sur la féminisation d'un certain nombre de filières. J'aime à croire de surcroît que quand on parle féminisation, on parle derrière en fait de toutes les formes de diversité et que c'est juste qu'en France, on est autorisé à mesurer le genre et pas le reste. Mais dès lors qu'on arrivera à féminiser, moi j'aime à croire qu'on arrivera à diversifier de façon plus générale et pas que sur le genre. Donc, on sait, ça rend tout ça plus performant. Deuxièmement, c'est un levier de croissance, parce que diversifier, ça veut aussi aller attaquer des marchés qui sont trop peu considérés. Je le mets dans le pourquoi maintenant. Beaucoup de marchés émergents liés à la diversité sont peu considérés et en fait sont excessivement porteurs. Je prends souvent l'exemple, certes un peu caricatural, mais néanmoins tout à fait illustratif. Tout ce qui est produits de beauté pour certaines typologies de peau ou certains soins capillaires spécifiques, en fait, quand on est le premier à sortir sur le créneau à grande échelle, ça cartonne. Alors pas parce que c'est révolutionnaire, mais parce que ça adresse un marché qui jusqu'à maintenant n'était pas adressé par les autres solutions. Et donc les enjeux de diversité ils permettent aussi d'aller déclencher, d'aller explorer ces potentiels de croissance qui sont négligés par les solutions traditionnelles. Il y a une sensibilité particulière en plus du marché parce qu'on commence à mesurer tout ça. Aujourd'hui, il y a des baromètres, il y a des indices, il y a des fonds. Beaucoup de gens se consacrent, alors nous aussi, à parler de où on en est de la diversité sur tel ou tel sujet, où on en est de l'inclusion sur tel ou tel sujet. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Pourquoi y aller maintenant? Bon, en fait, parce qu'on est loin du compte. Quand on se dit c'est 11% des business angels en France qui sont des femmes, en fait, ce n'est qu'un chiffre parmi tant d'autres qui illustre que ces enjeux sociétaux d'accès à, et puis après on peut mettre accès à l'investissement, accès à l'ingénierie, accès à, etc., sont encore vraiment là. Il y a la conscience donc, qui s'éveille. Il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui est prête à entreprendre et qui est prête à adresser ces sujets-là. Je passe beaucoup de temps dans les écoles, dans les grandes écoles, et je les entends, ceux qui sont en dernière année, et ils ne parlent que de ça. Ils ne parlent que de comment je peux le faire, et je peux le faire de façon juste, de façon faire. Et donc, ils ont encore ces idéaux, ce qui est très rassurant. Ils ne sont pas complètement désillusionnés. Ils ont encore ces idéaux et ils veulent y répondre. Et donc, cette génération d'entrepreneurs, il faut capitaliser dessus. Et puis, je le disais, ce sont des marchés émergents qui sont souvent négligés et qui sont porteurs. Donc, les minorités, c'est la diversité dans son ensemble. Les femmes, évidemment. Les territoires. On parle souvent des QPV, QVP, bref, des quartiers prioritaires de la ville, sur lesquels, en fait, il y a des marchés colossaux qui sont complètement négligés aujourd'hui par les solutions traditionnelles. Et donc là, quand il y a la bonne idée et le market fit, ça marche, c'est juste que jusqu'à maintenant, personne n'a vu que c'était un marché. Et c'est pas parce qu'ils ont un portefeuille d'achat peut-être plus modéré que ça ne va pas marcher, parce qu'on sait qu'en fait, si tu as beaucoup de tickets, le panier moyen sera peut-être inférieur, et pour autant, ça fera un modèle profitable et scalable. À quoi est-ce qu'il faut faire attention? C'est que c'est souvent des business models qui sont très hybrides, c'est-à-dire que souvent on va voir émerger sur ce secteur des solutions qui se cherchent un tout petit peu et qui vont faire, alors je vends à la fois à des structures publiques parce qu'elles ont besoin de moi, parce qu'elles m'utilisent pour mettre un enjeu sociétal dans ce qu'elles font, et puis je vais vendre aussi à des corporates parce que des entreprises, leur direction RSE, leur direction RH va vouloir m'utiliser pour montrer que, et puis en même temps j'aimerais bien me développer directement en B2C peut-être. Donc ça c'est le côté parfois idéaliste de certains porteurs de projets sur ces sujets
qu'il faut réussir, et là, en fait, c'est votre rôle, hein, qu'il faut réussir à ramener pour dire, on va choisir des séquences. Soit tu décides dans un temps 1 de t'adresser à des organisations publiques, du B2G, soit tu décides de t'adresser d'abord à des entreprises, et si oui, quel segment d'entreprise, mais à faire des choix, et peut-être une séquentialité pour dire, next, tu iras sur l'autre marché. Et là aussi, alors ça va avec le greenwashing qu'on évoquait tout à l'heure, la mesure de l'impact, elle reste toujours à clarifier. Donc là-dessus, j'attire à la plus grande vigilance. On voit encore passer des projets qui se prétendent contribuer à la diversité, à la tech for good ou à l'inclusion, mais qui ne le sont pas vraiment. Et donc là, en fait, ça ne sera pas viable. C'est pas juste que c'est mal, c'est mal. Mais de surcroît, et surtout, ça ne sera pas viable. Et donc, en tant qu'investisseur, c'est probablement pas le bon cheval sur lequel miser. On a fait le tour express de nos sept secteurs identifiés comme secteurs à observer de près et secteurs d'avenir dans l'horizon de temps, encore une fois, avec le prisme géographique qu'on a évoqué en introduction. Quelques mots de conclusion. Il n'y a pas de meilleur secteur, vous l'aurez compris. On ne les a pas tous évoqués. Il y en a qui sont exclus d'ici, de cette présentation. Il y a un certain nombre de secteurs qu'on n'a pas évoqués. Je ne vous ai pas évoqué le retail, je ne vous ai pas évoqué l'hospitality, je ne vous ai pas évoqué le real estate. Il y en a un certain nombre qu'on n'a pas évoqué, mais même dans ceux qui restent, il n'y a pas un meilleur secteur. C'est vraiment un choix personnel où vous allez combiner vos appétences personnelles et vos convictions, parce qu'à un moment donné, on touche à nos convictions. Vos compétences, parce que la plupart du temps, vous allez vouloir amener un investissement financier et une contribution personnelle pour avoir un impact, avec votre réseau, bien sûr. Et puis plus globalement, la vision du monde. Moi, je sais qu'il y a même dans les secteurs d'avenir que j'évoque là, il y en a sur lesquels personnellement je n'irai pas, parce que ce n'est pas à cette dimension du monde de demain que je souhaite contribuer, d'autres auxquels je serai plus sensible. Et ça, c'est vraiment une question très personnelle. Chaque secteur a sa propre dynamique. On retrouve quand même certains points de vigilance qui sont communs, c'est évident, mais d'autres qui le sont moins. Et donc, il faut vraiment, selon le secteur, et on pourrait faire en fait 3 heures sur chacun des secteurs, s'intéresser aux caractéristiques particulières de chaque secteur, de chaque marché et de chaque mécanique sous-jacente pour savoir ce à quoi il faut être plus ou moins vigilant. Et puis en fait, l'intuition, elle compte toujours. Et ça, vous le savez, pour les business angels autour de la table, il y a un moment donné, vous aurez beau mettre tous les chiffres, tous les tableaux, toutes les évaluations, c'est aussi votre intuition qui va faire que vous allez y aller ou pas et qui va décider du montant avec lequel vous y allez. Si vous sentez que vous pouvez y aller, c'est pas parce que Florence Sardas a dit ou n'a pas dit que c'était un secteur prometteur qu'il ne faut pas y aller, puisque c'est aussi ça qui va énormément compter. Donc, c'est pas une science exacte, c'est ce que je voulais comme mot de la fin. C'est un pari éclairé. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner des petits coups de spot et d'éclairage sur les enjeux de 7 secteurs que nous avons sélectionnés comme étant, selon nous, selon ce qu'on observe, des secteurs d'avenir dans l'horizon et avec le prisme géographique que j'ai évoqué en introduction. Et après, libre à vous de prendre ou non ces paris dans les années qui vont venir. Et puis au plaisir de l'actualiser, parce que ce qu'on se dit là, en fait, déjà dans 1 an, ça aura changé. Dans 5 ans, c'est sûr, ça aura été mis à jour. Et dans 10 ans, je n'en ai absolument aucune idée. Et je serais très curieuse de refaire la même chose dans 10 ans pour voir où on en est. Voilà pour le tour d'horizon express. Merci beaucoup Florence. Parce que nous étions plus de 70 dans cette masterclass. Peut-être une question complémentaire, parce qu'il n'y en a pas dans le chat. Tu as créé la X Factory et c'est la 3e promotion. Peut-être un retour d'expérience de cette X Factory et de ce modèle intéressant aussi de mentorat. Ouais, complète. Alors, j'adore parler de l'X Factory, donc on reste ensemble jusqu'à 17h du coup. En effet, l'X Factory, c'est très particulier, mais c'est aussi là-dessus qu'on base les commentaires qu'on vous a partagés aujourd'hui. On accompagne, nous, 10 entrepreneurs par semestre, dont 70% de femmes. Parce que dans la vision du monde à laquelle je souhaite contribuer, je souhaite contribuer à un monde plus inclusif. Et donc, j'ai choisi le genre parce qu'il cache les autres formes de diversité. On les accompagne pendant 6 mois de façon philanthropique, où ils peuvent utiliser les compétences de Forbis Mazars partout dans le monde, en open bar, autant qu'ils veulent sur l'ensemble des sujets qui les empêchent de dormir la nuit. Ce qu'on voit, et c'est là où du coup moi je compte sur vous tous et vous toutes autour du call aujourd'hui, c'est que l'entrepreneur aujourd'hui, quel que soit son secteur d'activité, il est très mal accompagné. Il est très mal entouré. Sa famille lui dit qu'il est formidable. Les fonds auxquels il s'adresse le traitent pas très bien et donc lui demandent des comptes sans arrêt, sont excessivement intrusifs et le dévalorisent beaucoup.
Et ses équipes ou ses co-associés lui disent au bout d'un moment, bah, on est épuisé, on est fatigué, on ne sait plus trop où tu vas et comment tenir, comment entretenir la vibe et la flamme. Et donc, on a besoin de les entourer, un on pour le coup très, très, très collectif, on a besoin de les entourer mieux. Donc, nous, on les entoure en étant parfaitement désintéressés, puisqu'ils ne payent pas et on ne prend pas de participation. Donc, on est vraiment juste là pour les aider à mieux dormir la nuit et à faire grandir leur projet. Et je pense que dans le rôle d'un business angel ou le rôle d'un investisseur à titre privé, de façon générale, il y a vraiment ce rôle-là de venir apporter cette épaule sur laquelle l'entrepreneur va pouvoir prendre appui. Et donc cette connaissance d'un secteur en particulier, cette connaissance d'une problématique en particulier, cette expertise que vous aurez en industrie par exemple, pour pouvoir les aider. Et nous, c'est ça qu'on cherche à faire en leur mettant à dispo toute la palette de compétences. Et je vais peut-être attraper au passage, parce que je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées dans le chat. Oui. Une question de Anne. Alors, quel serait votre avis sur la combinaison entre deux secteurs, réindustrialisation et food tech, par exemple des startups food tech avec des technologies innovantes qui montent des centres R&D puis des usines avec ces technologies innovantes en grande échelle? J'adorerais, mais la food tech est un secteur excessivement compliqué. Excessivement compliqué. Pour vraiment une combinaison de facteurs et on en a accompagné certaines, donc on a vu les choses se produire devant nous. La food tech, si je caricature un peu, le premier frein à la croissance, c'est que c'est un secteur monopolisé par les géants de la food. Et donc, toute tentative de venir révolutionner, changer une façon de faire, bousculer le statu quo, en fait, ils vont s'en approcher et ils vont l'exterminer. Et donc la food tech, c'est très compliqué parce qu'en plus derrière, on va toucher à des choses qui sont du périssable. Donc on touche après à la complexité du business en lui-même, où on touche à des choses qui induisent des normes, de la réglementation, un impact sur la consommation et sur les individus. Enfin, en fait, l'univers de contraintes en plus est hyper compliqué. Et donc on peut arriver avec des solutions tech, si d'ailleurs qu'on ne touche pas à la food. Mais il faut arriver dans ce cas à n'arriver qu'avec des solutions tech et à ne pas se faire manger par les géants. Et aujourd'hui, c'est le jeu du chat et de la souris sur ce genre de sujet. Donc j'adorerais, mais je vois qu'on peine encore. Et donc, si c'est à choisir pour investir, je n'irai pas là tout de suite maintenant. Merci Florence. Et s'il y a une dernière question orale, on peut éventuellement la prendre si je vois éventuellement quelqu'un qui lèverait la main. Mais sinon, il est exactement 45. Donc, il nous reste, au nom de Femme Business Angel, à remercier Agathe et Florence pour cette intervention qui était vraiment très intéressante. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. À bientôt pour la 5e. Merci. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci beaucoup. infiniment. Super. Beaucoup. Merci. Merci, à bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Merci. Merci Florence. Avec plaisir. Et voilà, tout le monde reste content. Catherine, je coupe la visio ou pas? Ouais, on attend que oui, Merci. Florence, on peut se dire au revoir Bah, peut-être. bon, bonne journée. Voilà, Merci beaucoup. on peut se dire au revoir. Et puis, merci Darnel pour l'assistance technique. Avec grand plaisir. Merci Pia, merci Sébastien. À bientôt. À bientôt, bonne à journée. bientôt. Au revoir.